Gaël Giraud, nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir au Cercle Vulnérabilité et Société, même par écran interposé, pour échanger avec vous sur la question des personnes vulnérables face au stress écologique et économique. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je remercie également les membres du Cercle et nos invités venus nombreux, ainsi que les parlementaires et partenaires sociaux présents. Pour vous présenter en quelques mots, Gaël Giraud, vous êtes économiste et prêtre jésuite, ancien chef économiste de l'Agence française de développement, directeur de recherche au CNRS, professeur à l'université de Georgetown à Washington et directeur de son programme de justice environnementale. Mais bon, une fois qu'on a dit ça, on est encore loin d'avoir tout dit. En réalité, vous êtes connu pour être un économiste plutôt hors du commun. Certains disent décalé ou non conformiste. En tout cas, vous êtes un grand spécialiste du lien entre économie, écologie et justice sociale, de plus en plus écouté, si l'on en juge par les millions de vues de vos interviews sur Internet. Et puis, comme j'ai dit, vous êtes jésuite, ce qui donne aussi à vos travaux de recherche économique une dimension éthique, si ce n'est théologique, toute particulière. Alors, comme vous le savez, depuis sa création, l'ambition du Cercle Vulnérabilité Société est d'œuvrer notamment à la valorisation de la contribution des personnes vulnérables pour produire davantage de développement économique et social, et ce faisant, faciliter leur accueil et leur inclusion. Alors, aujourd'hui, la crise sanitaire que nous traversons nous invite collectivement, et de manière sans doute un peu plus évidente qu'auparavant, à envisager le monde d'après sur des bases économiques, écologiques et sociales beaucoup plus instables et avec lesquelles on devra bien apprendre à vivre, j'allais dire, tôt ou tard. Donc, c'est la raison pour laquelle, dans le cadre d'un cycle de conférences que vous inaugurez ce soir, le Cercle a souhaité éclairer, avec votre aide, l'hypothèse d'un monde économique et social marqué par des contraintes croissantes au niveau des ressources énergétiques, financières, comme au niveau des libertés individuelles et collectives. Et pour nous, cet éclairage est d'autant plus important que si cette hypothèse devait se vérifier dans les années qui viennent, une première question viendrait immédiatement à l'esprit: comment éviter que les populations vulnérables en soient les premières victimes? Puis une seconde question se pose, plus conforme cette fois à l'ADN de notre cercle: et si les personnes vulnérables, en tant qu'experts d'expérience, c'est-à-dire vivant au jour le jour la contrainte du handicap ou l'incertitude de la maladie, de la précarité, détenaient déjà elles-mêmes, ou en elles-mêmes, une des clés de la solution pour faire face justement à ce stress écologique et économique à venir. Voilà, c'est le questionnement que nous vous proposons, et nous avons maintenant eh bien, l'immense plaisir de vous écouter. Merci beaucoup. Merci, Édouard, pour cette invitation. Donc, ce que je propose, c'est que je vais parler, c'est ça, 45 minutes, en gros, 50 minutes peut-être maximum, pour qu'ensuite on ait du temps pour la discussion. Vous m'excuserez, j'ai la voix un peu cassée parce que, pour ne rien vous cacher, ceci est la 5e conférence de la journée, donc j'ai la voix qui fatigue. Mais on va y arriver. Voilà, donc je partage mon écran avec vous et je vais vous montrer quelques slides qui sont destinés simplement à préciser un peu de quoi on parle autour du sujet qui nous réunit ce soir. Je voudrais commencer par faire quelques rappels autour de ce qu'on peut, euh, disons, envisager aujourd'hui en termes de prospective concernant le dérèglement climatique. Euh, je voudrais commencer par un travail qui a été fait par des climatologues il y a 3 ans maintenant, autour de la question de l'alliance entre humidité et température. Vous avez sûrement fait l'expérience que c'est plus difficile, paradoxalement, de courir dans la jungle du Vietnam, de faire votre jogging dans la jungle du Vietnam, la forêt tropicale, plutôt que dans la savane du Tchad. Alors que pour avoir testé les deux, j'en témoigne. Bien qu'il fasse beaucoup moins chaud dans la forêt du Vietnam, il fait 35 en gros, donc contre 40 à l'ombre au Tchad, mais la forêt du Vietnam est beaucoup plus humide et le corps humain ne supporte en fait beaucoup moins bien la relation humidité-chaleur telle qu'elle prévaut au Vietnam, plutôt que celle de, disons, la relative sécheresse et la haute température de la savane tchadienne. Alors, ces climatologues ont regardé
l'évolution des zones sur la planète où, vraisemblablement, sous certaines hypothèses que je vais rappeler, il devrait y avoir des conditions létales, mortelles pour le corps humain, de combinaison de température et d'humidité. Il y a, donc ça, c'est la clinique médicale de base. Si on est exposé plus de 6 heures par jour à ces conditions, le corps humain, normalement constitué, meurt. Et ce qu'ont regardé ces climatologues, c'est si nous continuons d'avancer sur la trajectoire de ce que le GIEC appelle aujourd'hui le RCP 8.5, c'est-à-dire le scénario le plus pessimiste du GIEC, sur lequel malheureusement nous sommes fidèlement accrochés en ce moment. Alors, à la fin du siècle, quelle est la part des terres émergées de la planète qui seront soumises plus de 20 jours par an à des conditions mortelles de température et d'humidité? La question qu'ils se sont posée. Le résultat est ici sur la cartouche de gauche. Si vous regardez la trajectoire rouge, c'est le RCP 8.5, donc le scénario le plus pessimiste. Et en 2100, on obtient 50% des terres émergées de la planète. Donc la moitié des terres émergées de la planète à la fin du siècle, si nous continuons sur la trajectoire, en gros, du business as usual, connaîtront plus de 20 jours par an de conditions létales de température et d'humidité. Quelle sera la part de l'humanité concernée? Ça, c'est la cartouche de droite. Alors, sous l'hypothèse héroïque que les gens ne vont pas migrer, mais évidemment, ils vont migrer, alors le résultat, c'est 75% de la population, ce que vous voyez ici sur la courbe rouge. Les 3/4 de la population, si elles restent là où elles vivent aujourd'hui, seront soumises, si nous continuons sur la trajectoire du business as usual, à plus de 20 jours par an de conditions létales de température et d'humidité. Et si vous regardez un petit peu cette courbe, vous voyez que dès 2050, c'est-à-dire quand même après-demain, on est à plus de 60% de la population. Alors, où cela va-t-il avoir lieu? C'est là la grande question, et ça, c'est la cartouche du bas, vous voyez ici, le RCP 8.5. Le code couleur est simple, si c'est blanc ou jaune très très clair, c'est quelques jours par an, et si c'est rouge foncé brun, c'est quasiment tous les jours dans l'année, à la fin du siècle. Et là, ce que vous voyez sur cette carte, c'est que si on reste sur le RCP 8.5, eh bien, la totalité du bassin amazonien est condamnée, c'est-à-dire que tous les jours, il y aura des conditions létales de température et d'humidité. Donc, ça veut dire que cette zone est vide à la fin du siècle, plus personne ne pourra vivre là. La quasi-totalité de l'Amérique centrale, les Caraïbes, la totalité du golfe de Guinée, avec des pays qui nous concernent directement, nous, la France, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, etc. Le bassin du Congo, la frange orientale de l'Afrique de l'Est, ce qui pour moi a été une surprise quand j'ai découvert ça, tout le littoral indien, et assez profondément à l'intérieur des terres indiennes, et la quasi-totalité de l'Asie du Sud-Est, avec un tout petit pays tout à fait négligeable du point de vue géopolitique, qui s'appelle l'Indonésie, qui est ici, qui a dès cette année, vous avez remarqué ça l'an dernier plutôt maintenant, à cause précisément notamment des conditions écologiques qui prévalent sur l'île de Java. Alors, ça c'est un premier constat. Ça veut dire que lorsque la Banque mondiale a dit si on continue, il y aura plus de 2 milliards de réfugiés climatiques sur cette planète dans la deuxième moitié de ce siècle, ça n'est pas une rodomontade. C'est-à-dire que si vous regardez cette zone-là, en gros la ceinture tropicale, vous voyez que ça fait beaucoup de monde qui vont devoir migrer. Pourquoi? Parce qu'on pourrait se dire dans un premier temps, bon, qu'à cela ne tienne, on va multiplier un peu l'air conditionné. Mais vous savez bien que l'air conditionné, ce n'est pas du tout une solution. À la fois parce que l'air conditionné émet des gaz à effet de serre, du CO2. Donc au fond, ce serait une maladie auto-immune de se protéger contre le réchauffement climatique avec l'air conditionné. C'est-à-dire qu'on aggraverait le mal en essayant de se protéger. Et puis deuxièmement, l'air conditionné tire beaucoup sur les systèmes électriques lorsqu'on l'utilise trop. Et vous avez peut-être vu passer un rapport de NASA et du Pentagone qui a été publié en 2019, qui réfléchissait à ce qui pourrait empêcher l'armée américaine de remplir ses missions au cours de la décennie 2020. Et la réponse fournie dès 2019, c'était d'une part les pandémies, c'était avant le coronavirus, et d'autre part les blackouts électriques induits par l'excès d'usage de l'air conditionné. Parce que l'armée américaine sait très bien que ça va chauffer aux États-Unis et que la grande tentation, ce sera de se protéger grâce à l'air conditionné, auquel, en tout cas, le système électrique américain pourrait ne pas résister. Alors, ça me fait une transition vers la remarque suivante, qui est que ici, vous voyez qu'il y a du jaune, y compris du jaune assez foncé. Ce qui veut dire que sur la côte est-sud-est des États-Unis, on pourrait avoir presque 1 jour sur 3 de conditions létales de température et d'humidité.
Même chose pour la côte est chinoise, avec des toutes petites villes comme Shanghai, Shenzhen, etc. Ce qui veut dire que là aussi, ça va bouger. Il va y avoir forcément des migrations à l'intérieur des États-Unis, voire au Canada et à l'intérieur de la Chine. Alors ça, c'est, disons, uniquement les conditions létales de température et d'humidité. Vous voyez que l'Europe est relativement épargnée. Il y a un tout petit peu de blanc en Italie, mais enfin, c'est relativement négligeable. Même si, si vous êtes familier de Rome, tout le monde étouffe déjà à Rome tous les étés aujourd'hui. Deuxième point, le stress hydrique. Vous savez que le réchauffement climatique modifie le cycle de l'eau. Et donc ça, c'est un travail qui a été fait par le World Resources Institute, qui est un think tank américain à Washington. Sur 2040, donc on n'est plus à la fin du siècle, on est après-demain, 2040. Et le résultat est celui-ci, c'est, alors le code couleur, c'est blanc cassé ou jaune très clair, c'est moins de 10% de la perte d'accès à l'eau potable. Jaune, c'est entre 10 et 20% de perte d'accès à l'eau potable, à l'eau douce. Orange, entre 20 et 40. Rouge, entre 40 et 80. Et rouge foncé, plus de 80. Cette fois-ci, l'Europe est concernée. Donc, vous voyez que l'Espagne et l'Italie vont, si on ne fait rien, d'ici 2040, être soumis à un stress hydrique majeur avec une perte d'accès à l'eau douce qui pourrait aller de 40 à 80%. La France n'est pas épargnée, puisque elle, ça pourrait s'étaler entre 20 et 40%. Et si vous avez vos entrées chez Veolia, vous savez qu'à Veolia, on sait déjà depuis 10 ans qu'il sera compliqué d'assurer l'adduction en eau potable dans les milieux ruraux français dans cette décennie 2020. La Belgique et les Pays-Bas sont particulièrement concernés eux aussi. Alors, il y a d'autres pays, bien évidemment, vous voyez que la carte du monde n'est plus du tout la même. Le Maghreb est directement concerné, et je peux vous assurer que pour avoir discuté avec ces gouvernements, la question de l'accès à l'eau douce pour le Maroc et la Tunisie sont devenus des enjeux de sécurité nationale. Toute l'Asie centrale, ici, la Chine évidemment, l'Inde, et puis de nouveau l'Indonésie. Et ça va être un des thèmes de mon petit exposé, c'est que l'Indonésie, malheureusement, est promise à devenir le pays martyr du dérèglement climatique. L'Afrique australe n'est pas épargnée. Vous savez que Cape Town, depuis plusieurs années maintenant, attend avec angoisse chaque année le Day Zero, c'est-à-dire le jour où il n'y aura plus d'eau au robinet. Et heureusement, par chance, une pluie providentielle, chaque année, pour l'instant, arrive 4 ou 5 jours avant le jour fatal et permet d'éviter le Day Zero. Et évidemment, toute la cordillère des Andes est concernée. Vous savez que les glaciers ont fondu. C'est une des raisons pour lesquelles, par exemple, La Paz, aujourd'hui, en Bolivie, est dans un désert, alors que La Paz a été fondée au milieu d'une jungle luxuriante il y a quelques siècles. Alors, un autre point également que je voudrais souligner, qui est en lien d'ailleurs avec la question de l'eau, c'est la biomasse. Ce qui nous fait vivre, c'est aussi de pouvoir manger. Ce qui nous permet de manger, c'est l'agriculture. Ce qui permet de faire l'agriculture, c'est de la biomasse. La biomasse, c'est essentiellement la photosynthèse et la transformation de l'énergie solaire en carbone. Donc ça, c'est un magnifique travail qui est peu connu, qui a été fait par quelqu'un que j'apprécie beaucoup, Imhoff, à la NASA, sur la production de biomasse sur la planète. Donc ce qu'on appelle la NPP, la Net Primary Production ou Productivity, en grammes de carbone. Donc vous reconnaissez, ce n'est pas une surprise évidemment, la ceinture tropicale, c'est là où on produit beaucoup de biomasse sur la planète, avec les 3 grands poumons de la planète, l'Amazone, le Congo et la forêt indonésienne. Voilà. Alors, ici maintenant, le même sujet, mais du point de vue de la consommation de biomasse par les êtres humains. Donc, vous voyez que là où on consomme beaucoup de biomasse, ce n'est pas exactement aux mêmes endroits. C'est évidemment sur la côte nord-est des États-Unis et du Canada, en Europe, énormément en Inde, et singulièrement à la frontière nord de l'Inde, et évidemment énormément à l'est de la Chine et en Corée, et au Japon. Et puis de nouveau, j'attire votre attention sur l'île de Java en Indonésie, qui est également grande consommatrice de biomasse. Alors si on fait le bilan, c'est ce qu'a fait Imhoff, quelles sont les zones qui sont en déficit de biomasse, autrement dit, qui consomment aujourd'hui, ou en tout cas en 2004, mais vous pouvez être sûr que la situation ne s'est pas améliorée depuis lors, qui consommaient davantage de biomasse que leurs territoires locaux, leurs écosystèmes locaux ne peuvent en fournir. Et donc qui sont tributaires de manière vitale d'importation de biomasse du reste du monde. On retrouve les usual suspects, évidemment, la frange nord-est des États-Unis et du Canada, l'Europe, mais surtout l'Europe du Nord, un petit bout de la péninsule arabique, qui vit complètement sous perfusion, évidemment, l'Inde de nouveau, et l'est-nord-est de la Chine, et évidemment, de nouveau, l'île de Java en Indonésie, et puis le Japon.
Ce qui veut dire que toutes ces zones-là ont un véritable sujet de souveraineté alimentaire, puisqu'elles vivent aujourd'hui complètement au-dessus de leurs moyens, ou plutôt au-dessus des moyens de ce que leurs écosystèmes sont capables de produire en termes de biomasse. Ça ne veut pas dire que la mondialisation de l'agriculture va s'arrêter demain matin. Ça veut dire que ces pays-là sont très, très dépendants de la poursuite du réseau global d'acheminement de nourriture, dont la pandémie nous a montré quand même qu'il était extrêmement fragile. Un autre point que maintenant on connaît bien, mais qui était bien connu en fait des spécialistes depuis plusieurs années, c'est la multiplication et l'extension des maladies tropicales à cause du réchauffement, des pandémies. Donc ici, vous avez, ça c'est un travail qui a été fait par la Banque mondiale, donc des chercheurs à la Banque mondiale, sur le paludisme en 2050. Donc les zones rouges, c'est les zones qui aujourd'hui ne sont pas impaludées et qui le seront en 2050, vraisemblablement, si le réchauffement continue à la vitesse qu'on lui connaît. Pour l'instant, l'Europe n'est pas touchée, mais je connais des scénarios d'évolution du palu, de la malaria, qui envisagent la possibilité que la malaria, dans quelques décennies, refasse apparition en Europe. Vous savez que nous avons été débarrassés de la malaria au début du XXe siècle. Voilà, et qu'il y a eu une première résurgence en Italie il y a 3 ans, 3-4 ans. Et heureusement, ça a de nouveau disparu. Il ne fait pas encore assez chaud pour que le moustique qui transmet la malaria puisse survivre. Autre sujet, je vais aller très vite pour passer un petit peu quand même aux solutions, il y a la question de la vulnérabilité. Et à mon avis, il y a la question de savoir comment la vulnérabilité nous permet de faire face à ces extraordinaires défis. Un travail qui a été fait cette fois-ci par Carbon 4, la société de conseil que vous connaissez, Alain Grandjean et Jean-Marc Jancovici, en partenariat avec l'AFD, sur l'impact des événements climatiques extrêmes. Donc vous voyez que là, c'est encore autre chose. C'est pas humidité-chaleur, c'est pas le bouleversement du cycle de l'eau, c'est pas la biomasse, c'est les sécheresses, les inondations, les pluies torrentielles, les typhons et les ouragans. Et donc là, on n'a pas du tout les mêmes victimes. Madagascar et une bonne partie de l'Asie centrale. Et évidemment, de nouveau, l'Asie du Sud-Est, qui est très exposée aux typhons. Et cette fois-ci aussi le Japon. Voilà. Ce qui veut dire aussi au passage que la vulnérabilité des pays, pour parler dans ces termes-là, n'est pas du tout la même selon les lentilles qu'on adopte pour regarder. Si vous regardez des phénomènes lents et continus comme la montée du niveau de la mer, ce n'est pas du tout le même problème que si vous regardez des événements climatiques extrêmes du type phénomène El Niño, et donc ouragans, typhons, etc. Alors, très rapidement aussi, donc un travail que j'ai réalisé quand j'étais à l'AFD avec 2 de mes doctorants, on a construit un modèle macroéconomique couplé avec une boucle de rétroaction climat qui permet de prendre en compte l'impact du réchauffement climatique sur, disons, le capital et le PIB mondial. Et ce travail a été utilisé pour la commission Stern-Stiglitz de 2017-2018 sur la taxe carbone. Ce qu'on a montré, alors je ne vous dis pas que j'y crois, au sens où un modèle, ça n'est qu'un modèle, et ce sont toujours des scénarios, hein, donc j'espère bien que ce n'est pas ça qui va se passer. Mais c'est intéressant qu'un modèle donne ce type de scénario. Le scénario du business as usual, c'est la trajectoire du PIB qui est ici, en rouge, que vous voyez, je ne sais pas si vous la voyez bien, qui culmine, qui atteint un plateau peu de temps après 2060 et qui se met en décroissance contrainte, en décroissance forcée, dans le dernier quart de ce siècle. Alors, comme c'est un modèle stochastique, on est un tout petit peu humble, on ne sait pas très bien où se situera la vraie trajectoire, mais ce que nous dit ce modèle, c'est qu'elle sera quelque part dans ce tube, voisinage tubulaire que vous voyez ici. Donc, dans tous les cas, il y a des croissances contraintes avant la fin du siècle, ce qui est quelque chose de l'ordre du désastre, évidemment. Il y a des solutions, et dans ce modèle-là, ce qu'on montrait, c'est que si on met en place une taxe carbone au niveau mondial extrêmement volontariste, hein, du type à la tonne en 2030, ce qui est aussi le chiffre auquel est parvenue la commission Kiné de manière complètement indépendante, alors on peut échapper à ce type de catastrophe. Là, vous avez 2 trajectoires d'évolution du PIB mondial avec de la croissance tranquille, pourvu qu'on mette en place cette taxe carbone. Et puis, pour la courbe la plus optimiste qui est ici, disons un investissement des subventions publiques au secteur productif pour la décarbonation. Malheureusement, ça n'est pas le tout. Et il y a un autre enjeu qui est beaucoup moins discuté dans l'espace public, qui est celui de la raréfaction des ressources naturelles. Je voudrais en dire un mot aussi pour arriver dans 3 minutes au carré, qui à mon avis est le carré, comment il faudrait dire, le carré magique, qui veut aussi devenir le carré cauchemardesque des pays de la planète dans les années qui viennent si on n'y prête pas attention.
Alors, la raréfaction des ressources naturelles, c'est un lien avec ce qu'on a appelé depuis quelques décennies le pic du pétrole, qui malheureusement a été très mal compris à cause de, disons, une vulgarisation maladroite dans les années 70-80, où on a cru que les ingénieurs qui parlaient du pic du pétrole voulaient dire que dans 40 ans, il n'y aurait plus de pétrole sur la planète. En vérité, des gens comme Hubert, qui est l'inventeur de la courbe de Hubert, qui permet notamment d'évaluer la proximité d'un pic d'extraction, Hubert n'a jamais voulu dire qu'il n'y aurait plus de pétrole sur la planète. En revanche, que le jour où on atteindra le pic d'extraction, à cause de ce qu'on appelle la déplétion des puits de pétrole, alors il ne sera plus possible d'augmenter la quantité de pétrole qu'on extrait du sous-sol. Donc il restera du pétrole sous terre, ça c'est un problème de stock, mais le flux ne pourra plus augmenter. Or, le flux de pétrole, c'est ça qui alimente notre croissance économique. Et qui dit stagnation ou réduction du flux de pétrole que nous extrayons du sous-sol chaque année, dit fin de la croissance. C'est ça que ça signifie. Alors, le pic de pétrole, donc là, vous avez un exemple de courbe de Hubert très classique avec deux pics. Donc, nous sommes déjà en 2020 et en fait, nous avons continué de croître. Grâce à quoi? Grâce au pétrole non conventionnel. Nous avons atteint le pic d'extraction qui était prévu ici, de manière très juste par Hubert, le pic d'extraction conventionnel entre 2005 et 2007, probablement en 2006. Donc, cette courbe, en fait, était parfaitement juste, à condition de négliger le pétrole non conventionnel. Cela dit, vous savez comme moi, je pense que le pétrole non conventionnel n'est pas viable commercialement et entièrement sous perfusion de l'administration américaine, mais donc n'est pas une vraie solution pour conjurer, disons, la malédiction du pétrole conventionnel. Alors, malheureusement, il n'y a pas que le pétrole qui soit concerné. Les minerais sont également des denrées non renouvelables, comme vous en doutez. Et là, vous avez des courbes d'extraction d'un certain nombre de minerais du sous-sol, le cuivre, zinc, aluminium. Vous voyez que, comme pour l'énergie, les choses sérieuses commencent à partir de 1945, hein, civilisation du pétrole, généralisation de la consommation de masse, avec des courbes exponentielles d'extraction. Quand vous montrez ça à des géophysiciens, ils vous disent que c'est absolument impossible que ça continue très longtemps comme ça. Et avec un géophysicien, un ami, Olivier Vidal, ce qu'on a montré, c'est que, en gros, quel que soit le scénario d'évolution macroéconomique de la planète, nous devrions atteindre un pic d'extraction du cuivre avant 2060. Or, les usages industriels du cuivre sont massifs, donc il y a un enjeu aujourd'hui colossal. Si on veut continuer d'avoir, on pourrait dire, pour utiliser des grands mots, hein, une civilisation industrielle d'ici une quarantaine d'années, à trouver des substituts aux usages industriels du cuivre. Voilà. Qui plus est, mais vous le savez aussi, les métaux dont nous avons besoin sont très mal répartis. Donc il y a une très grande injustice dans la répartition des métaux, de sorte que certains ont pu parler de la prochaine guerre des métaux rares. C'est pas absolument exagéré à mon avis. Et au fond, on pourrait relire la stratégie géopolitique des routes de la soie de la Chine comme en fait un grand récit pour justifier la captation des ressources naturelles par la Chine pour son propre usage domestique. Alors, la réponse, à mon avis, l'un des aspects de la réponse, et là où la question de la vulnérabilité entre en jeu, c'est autour de ce qu'on a pu appeler les communs, euh, qui ont été rendus de nouveau populaires grâce au prix Nobel accordé à Elinor Ostrom, la première femme à avoir eu le prix Nobel d'économie en 2009, qui est une femme en fait qui n'était pas économiste, mais qui était, disons, quelqu'un qui faisait des sciences politiques et qui a travaillé toute sa vie sur la question des communs, les commons, et sur les conditions dans lesquelles un certain nombre de communautés locales ont pu préserver des ressources partagées. Exemple, bon, des systèmes d'irrigation d'eau en Suisse, des banques de semences dans les villages indiens, la préservation de la forêt dans certains villages d'Afrique subsaharienne. À chaque fois, l'enjeu, c'est qu'une communauté se réunit et dit, nous, on veut prendre soin de cette ressource, on ne veut pas la dilapider, et on va se donner des règles pour la faire prospérer. Donc c'est ça, en fait, la thématique des communs. Alors, les économistes ont pris l'habitude de représenter les communs, les commons en anglais, à l'intérieur d'une partition où vous avez 4 types de biens. Les biens privés, les biens publics, qui sont bien connus des juristes, les biens communs, dont je vais parler, et puis les biens à effet club. Alors, je vous rappelle juste rapidement de cette partition, parce qu'à mon avis, elle aide à comprendre de quoi on parle. Et évidemment, il faut immédiatement la relativiser et pas la prendre pour argent comptant. Mais elle a une vertu pédagogique, à mon avis. Alors, la distinction se fait entre le fait que la question de savoir si la consommation d'un bien est rivale ou non rivale.
Alors, si par exemple, je bois un verre d'eau, eh bien, Édouard ne peut pas boire ce verre d'eau. C'est lui ou moi. Et donc, la consommation est rivale. En revanche, pour pouvoir avoir cette bouteille d'eau, il se peut que je doive payer, par exemple, mettre un peu d'argent dans la machine qui distribue les boissons, ou bien payer une taxe, ou peu importe. En tout cas, l'accès à cette bouteille d'eau peut être régulé et je peux en être exclu. Alors, un bien privé, c'est un bien dont la consommation est rivale et dont l'accès peut être régulé, par exemple par un prix, par exemple une bouteille d'eau, une part de pizza, etc. Un bien public, c'est le contraire. C'est un bien dont l'accès est non rival, pardon, dont la consommation est non rivale et dont l'accès ne peut pas être rendu exclusif. Par exemple, si je vais bronzer au soleil, ça n'empêchera pas Edouard d'aller bronzer au soleil, donc la consommation n'est pas rivale. Ou bien si j'écoute un concert, ça n'empêche pas Edouard d'écouter le même concert. Pour le soleil, en tout cas, c'est très difficile de mettre un policier tous les 10 mètres carrés sur la surface de la planète pour m'obliger à payer une taxe à chaque fois que je vais bronzer. Pour un concert, c'est déjà plus facile. Vous voyez, donc un bien public, c'est un bien dont la consommation est non rivale et dont l'accès ne peut pas être rendu exclusif. Alors, ça, en fait, ces deux catégories de biens étaient, disons, le- le bread and butter des économistes depuis les années 50. Et ce qu'a fait Elinor Ostrom, c'est dire en réalité, les amis, vous avez une vision du monde en noir et blanc, mais vous savez, dans le monde, il y a des couleurs. Et les couleurs, elles sont données au moins par deux autres catégories de biens qui sont les biens communs et les biens à effet club. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un bien commun? C'est un bien qui partage avec les biens privés le fait que sa consommation soit rivale, mais qui partage avec les biens publics le fait que son accès ne puisse pas ou très difficilement être rendu exclusif. L'exemple paradigmatique, c'est un étang. Par exemple, les étangs de pisciculture que j'ai visités en Guinée, Conakry. Euh, les populations qui vivent dans la forêt guinéenne autour de Nzérékoré, là où on a eu l'épicentre d'Ebola, vivent trop loin de la côte pour aller pêcher et vivent dans la forêt. Dans la forêt, vous ne pouvez pas faire d'élevage de bétail. Donc, elles ont un manque d'apport en protéines qu'elles ne peuvent en fait suppléer que par la pisciculture. Simplement, vous voyez bien que si vous allez braconner la nuit et vous allez pêcher les poissons des étangs la nuit, vous allez briser les chaînes trophiques de reproduction et dans quelques mois, il n'y aura plus de poissons. Donc, la consommation est rivale. En revanche, c'est quand même compliqué de mettre un garde forestier derrière chaque arbre autour des étangs pour vérifier que personne ne va braconner la nuit. Donc, l'accès peut difficilement être rendu exclusif. Donc, ça, c'est un bien commun. Un bien à effet club, c'est le contraire. C'est un bien dont la consommation est non rivale, dont l'accès peut être rendu exclusif. Alors un exemple, c'est un club d'échecs. Si je rentre dans un club d'échecs, ça n'empêche personne de jouer aux échecs, au contraire, ça crée un joueur de plus, un partenaire de plus pour les autres. En revanche, pour entrer dans le club, il se peut que je doive m'acquitter de fees, de droits d'entrée. Donc ça veut dire que l'accès peut être régulé par un prix, par exemple. Donc ça, c'est un bien à effet club. Et évidemment, les biens à effet club privilégiés qu'aiment beaucoup les économistes, c'est tous les biens en réseau, Internet, le téléphone, etc. Si j'ai un téléphone, mais que je suis le seul au monde à avoir un téléphone, ça n'a aucun intérêt. En revanche, si nous sommes 7 milliards à être connectés, ça commence à devenir intéressant. Voilà. Alors, Elinor Ostrom, le fruit de son travail, si vous voulez, c'est d'avoir caractérisé 8 principes qui semblent être assez universels au sens où on les retrouve dans toutes les expériences concrètes locales, de communautés qui ont réussi à faire prospérer des communs. Alors, bon, définir clairement les frontières de la communauté, qui a accès à la ressource, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Je voudrais juste attirer l'attention sur la règle numéro 7, qui dit que, en fait, un commun, ça marche si la communauté arrive à provide accessible low-cost means for dispute resolution. Ce qui se cache derrière ça, c'est le constat, en fait, la sagesse institutionnelle, humaine, sociale, qui est que, quelle que soit la qualité des règles que nous nous donnons pour gérer un commun, arrivera toujours un moment où il y aura un conflit d'interprétation des règles et nous ne serons pas d'accord sur la manière de mettre en œuvre ces règles. Donc, pour que ça tienne la route, il faut en quelque sorte que la communauté se soit donné une méta-règle, une règle d'ordre 2, qui dise comment on va résoudre le conflit herméneutique lorsqu'on ne sera pas d'accord sur les règles d'ordre 1. Alors, ça paraît un peu abstrait comme ça, mais je vais vous donner un exemple, le même exemple que celui des étangs guinéens. Lorsque je suis allé visiter ces projets de pisciculture en Guinée forestière, je leur ai demandé, donc en fait, la problématique pour eux, si vous voulez, c'est que
c'est une zone où il n'y a pas d'électricité, donc le poisson, quand vous le sortez de l'étang, il doit être consommé le jour même, on ne peut pas le conserver. Donc sortir le poisson est un geste extrêmement important, décisif et comment expliquer les paysans? C'est ils ont mis en œuvre des règles extrêmement compliquées pour prendre ces décisions, qui sont en fait des règles qui permettent de gérer ces poissons comme un commun, de sorte que personne ne puisse s'attribuer le pouvoir tout seul de décider ou non d'extraire le poisson, de le consommer, de le vendre et cetera. Et puis je leur ai demandé: «Mais alors le jour où vous n'êtes pas d'accord entre vous, comment faites-vous?» Et la réponse qu'ils m'ont fournie, c'est, «Eh bien, en fait, nous nous sommes mis d'accord qu'en cas de conflit, nous irons voir le sage du village qui est à 20 kilomètres. Alors le fait qu'il soit à 20 kilomètres fait qu'a priori, il n'aura pas de conflit d'intérêts avec ceux qui sont en train de se disputer le jour où il y aura un conflit. Et puis le fait qu'il soit à 20 kilomètres veut dire que quand même il n'est pas trop loin, donc on le connaît, on a confiance dans sa sagesse et c'est pas un martien par rapport à la problématique sociale qui est la nôtre. Donc ça, c'est un exemple. Alors on pourrait dire extrêmement fruste, mais qui en réalité révèle à mon avis une grande sagesse institutionnelle. On pourrait penser à des tas d'autres institutions et de règles de résolution de conflits qui sont absentes dans beaucoup de situations. Je pense par exemple à la question de l'Union européenne et de la zone euro. Comment sortons l'Union européenne? En fait, jusqu'à ce que la question du Brexit se pose, je pense qu'on n'en avait aucune idée. En tout cas, il y a un vide juridique sur ce point-là. De la même manière, on ne sait pas aujourd'hui comment on sort de la zone euro. Et quand on a un conflit dans la zone euro, par exemple, sur la question de savoir si la Grèce doit rembourser ses dettes publiques ou non entre 2010 et 2015, on n'a aucune instance tierce pour arbitrer le conflit entre les débiteurs et les créanciers. On n'a pas du tout l'analogue, en tout cas me semble-t-il, du sage du village à 20 kilomètres qui permettra de trancher le conflit. Et donc ça se résout quand même dans un rapport de force assez violent pour les plus fragiles. Voilà. Alors, il y a un économiste de l'université de Yale que je connais bien, John Romer, qui a essayé de théoriser la manière dont on peut implémenter des communs. Parce que les économistes mainstream souvent divulguent l'idée que les communs, c'est quelque chose de sympathique, c'est un peu romantique, mais c'est impossible à mettre en œuvre parce que l'égoïsme atavique de l'homo economicus fait que jamais il n'acceptera d'entrer dans une logique coopérative comme celle qui est requise pour la mise en œuvre des communs. Alors, ce qu'a montré John Romer, c'est que ce n'est pas vrai, à condition de renoncer à un axiome élémentaire qui est ce qu'on appelle l'équilibre de Nash. Alors, c'est un tout petit peu technique, mais vous allez voir, en réalité, c'est très simple. Une manière de le comprendre, c'est de penser à la situation suivante. Supposez que vous alliez au théâtre, que vous assistiez à une représentation, et puis, admettons, je suis un peu petit et là où je suis assis, en fait, le spectateur qui est en face de moi est beaucoup plus grand que moi et donc en réalité, il me bouche la vue et je ne vois rien. Alors j'ai 2 options, soit je prends mon mal en patience et j'attends la fin du spectacle, soit je me lève, par exemple, pour pouvoir, guigner ce qui se passe sur la scène par-dessus la tête de mon voisin. Mais si je fais ça et que tout le monde m'imite, tout le monde se lève, mon voisin se lève lui aussi. Du coup, je ne vois toujours rien sur la scène et en plus, c'est beaucoup plus mal commode puisque je suis debout au lieu d'être assis. Alors question, pourquoi lorsque nous sommes au théâtre et que nous ne voyons rien sur la scène, heu, nous ne nous levons pas? Alors, la théorie microéconomique classique va vous répondre: «En fait, c'est idiot, je ferais mieux de me lever». Donc ça n'est pas un équilibre de Nash d'obéir à la convention sociale qui consiste à rester sagement assis à sa place lorsqu'on ne voit rien au théâtre. Pourquoi? Parce que je pourrais dévier de cette convention, donc de cet équilibre social, si vous voulez, de manière unilatérale et ça me serait profitable. Ce que dit Romer, c'est en réalité l'équilibre de Nash et de Kyo. C'est bien pour ça d'ailleurs que nous ne le mettons pas en œuvre dans la vraie vie. Ce que nous jouons en fait, c'est des équilibres kantiens, au sens d'Emmanuel Kant. Qu'est-ce que c'est qu'un équilibre kantien? C'est une situation dans laquelle il y a une convention sociale, par exemple, on reste assis sagement au théâtre, et elle ne sera bafouée, elle ne sera violée que si quelqu'un trouve une stratégie de déviation qui est telle que ça lui soit profitable, même si les autres faisaient comme lui. Autrement dit, rester assis au théâtre est bien un équilibre kantien, parce que si je me lève et que tout le monde se lève avec moi, je ne serai pas plus avancé. Autre exemple, comment se fait-il que nous acceptions tous de passer nos coups de téléphone sur les plateformes entre les wagons dans les trains aujourd'hui? Ce qui n'était pas le cas il y a une trentaine d'années, mais aujourd'hui c'est assez clair.
pas simplement à cause de la peur du gendarme. Mais alors, donc les microéconomistes standards vont vous dire, en réalité, c'est complètement idiot. Si tout le monde est silencieux et sagement silencieux dans le wagon, j'aurais intérêt à passer mon coup de téléphone tout seul, puisque c'est une déviation unilatérale qui m'est profitable. John Romer nous dit, mais en fait non, du point de vue de l'équilibre kantien, ce serait pas du tout intéressant parce que si tout le monde se met à passer des coups de téléphone dans le wagon, j'entendrai plus rien. Il y aura une cacophonie telle que je pourrais pas non plus passer mon coup de téléphone. Donc j'ai intérêt à respecter la convention, qui est bien un équilibre kantien. Alors quel est le lien avec Kant? C'est que vous voyez bien que derrière tout ceci, ce qui est caché, c'est l'impératif catégorique, qui est agit de telle sorte que la maxime de ton action puisse être érigée en maxime universelle. Ça, c'est Kant, par exemple, dans les fondements de la métaphysique des mœurs, pour ceux qui connaissent, qui est en fait, en réalité, une réécriture par ce philosophe allemand protestant du XVIIIe siècle de la règle d'or évangélique qu'on trouve dans l'évangile de Matthieu et de Luc. Tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux. Donc au fond, moi je crois, c'est comme ça que j'interprète Romer, on pourrait dire ce que Romer est en train de nous dire pour pouvoir mettre en œuvre des communs qui, à mon avis, sont l'une des réponses, en tout cas font partie de la réponse à la crise écologique, c'est-à-dire mettre en commun un certain nombre de ressources, comprendre que la santé, notre santé, la santé de l'humanité est un grand commun mondial dont nous avons tous besoin de nous préoccuper. La pandémie nous l'a refait comprendre, que le climat est un commun, que la faune halieutique des poissons est un commun mondial, donc il faut essayer de préserver. Et vous savez peut-être qu'il y a en ce moment même un débat au niveau des Nations Unies pour essayer de faire passer une convention qui déclare que les océans, en particulier la haute mer, sont un bien commun mondial, global. Pour pouvoir mettre en œuvre tout ceci, il faut, de près ou de loin, consentir à, je crois, on peut dire, l'expérience de la règle d'or évangélique, c'est-à-dire consentir à que tout ce que je voudrais que les autres fassent pour moi, c'est-à-dire par exemple qu'ils ne détruisent pas le climat qui me permet de vivre, eh bien moi, je dois le faire pour eux. Voilà, c'est cette réciprocité-là, très élémentaire, qui, on pourrait dire, est à la racine de la possibilité de la coopération, de la solidarité, et donc de la mise en œuvre des communs. Or, à mon avis, c'est là qu'intervient la vulnérabilité, parce que je pense que les personnes en situation vulnérable font cette expérience-là, de retraverser la règle d'or, parce que c'est comme ça qu'elles s'en sortent. Cette expérience-là et cette compétence-là, c'est celle de hommes et de femmes qui apprennent, et quelquefois dans la souffrance, à retraverser la règle d'or et à comprendre que tout ce qu'ils voudraient que les autres fassent pour eux, quand ils sont en situation de fragilité, eh bien, ils consentent à le faire pour les autres. Et dans ce tout, vous voyez bien qu'il y a un champ infini parce que tout ce que je voudrais, c'est l'immensité du désir qui est ouverte. Ça n'a pas de limite. Voilà. Et donc ça, on pourrait dire, c'est un programme spirituel, politique, social, économique, infini. Alors, juste, je ne vais pas rester trop longtemps là-dessus, mais ça, c'était un déploiement, un développement de ce que raconte Romer, c'est que le fameux dilemme des prisonniers, pour ceux qui connaissent, peut être résolu grâce à l'équilibre kantien. Donc au fond, si j'opère intérieurement cette conversion de la règle d'or évangélique, hein, ou de l'impératif catégorique kantien, alors je peux choisir la coopération dans le dilemme des prisonniers. Si vous voulez, je reviendrai là-dessus si ce n'est pas clair pour vous. Alors une fois que j'ai dit ça, vous allez me dire, oui, mais bon, donc on comprend qu'il y a une conversion à opérer, mais enfin, elle a ses racines dans l'évangile, au moins de Matthieu et de Luc, ou chez Kant, tout ça c'est un monde chrétien, quid d'autres cultures ou d'autres spiritualités ou d'autres civilisations. La bonne nouvelle, c'est que la règle d'or, c'est, avec l'interdiction de l'inceste, la seule règle éthique universelle qu'on ait trouvée à peu près dans toutes les civilisations humaines. Hein, bon, il y a des travaux qui ont été faits là-dessus par les anthropologues. L'interdit de l'inceste, ça c'est connu depuis longtemps, et la règle d'or, tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux, sont deux règles éthiques probablement universelles. Donc, ça n'est pas le monopole, enfin les chrétiens n'ont pas le monopole de la mise en avant de cette règle de comportement pour tous. Et puis, la deuxième remarque que vous pourriez me faire, c'est certes, mais le climat, la santé, la biodiversité, encore que la biodiversité, on pourrait en discuter, ce sont des communs globaux. Or, tous les exemples connus dans la littérature, en particulier chez Elinor Ostrom, de communs, ce sont toujours des exemples locaux. Je l'ai donné je l'ai dit tout à l'heure, hein, le système d'irrigation en Suisse, une banque de semences, une forêt, des étangs en Guinée, etc. Alors, je voudrais donner un exemple d'institution hybride
qui essaye de traiter la santé comme un commun global, et c'est DNDi. Donc DNDi, Drugs for Neglected Disease Initiative, qui est un réseau qui a été créé il y a une quinzaine d'années par des médecins français, qui a maintenant son siège à Genève et qui fournit des thérapies pour des maladies négligées par le secteur pharmaceutique privé. Alors, l'exemple le plus connu, c'est l'hépatite C en Égypte. Donc, DNDi produit et distribue des thérapies contre l'hépatite C pour 300 $ en Égypte, contre quelque chose comme 2 ou 3 000 euros en Europe de l'Ouest. Comment est-ce que DNDi y arrive? C'est en mettant autour de la table des représentants de Big Pharma, donc de l'industrie pharmaceutique privée, et des laboratoires de recherche privés, plus des États souverains, plus des ONG représentantes de la société civile. Et c'est en créant les conditions de possibilité d'un dialogue entre ces trois contreparties que DNDi réussit l'exploit de faire ce que je vous ai raconté. Quel est l'intérêt pour Big Pharma? L'intérêt pour Big Pharma, c'est qu'ils savent que de toutes les manières, ils n'arriveront jamais à écouler la thérapie contre l'hépatite C pour 2 000 € en Égypte, parce qu'il n'y a pas de demande solvable pour ça. Mais qu'en revanche, si une partie des coûts sont partagés avec les ONG qui font la distribution et avec les États qui favorisent l'ensemble, alors ça peut devenir intéressant, au moins en tout cas on est à l'équilibre commercial, ça peut devenir intéressant de produire cette thérapie dans le contexte de DNDi. Et donc ce qui se passe, c'est que ce sont les laboratoires privés qui font la recherche nécessaire pour identifier les molécules, et ensuite tout cela est distribué par l'alliance États souverains, ONG, de la société civile. Donc, à mon avis, c'est un exemple d'institution hybride qui n'est ni celle du marché, qui serait l'institution privilégiée pour gérer les biens privés, ni celle de l'État tout seul, qui est réputée aux yeux des économistes être l'institution privilégiée pour gérer les biens publics, mais qui est une sorte d'hybridation nouvelle, où vous avez à la fois du privé, du public et de la société civile, pour apporter en commun un service qui permet d'avancer sur la question de la santé comme bien commun mondial, que ni les États seuls, ni la société civile seule, ni le secteur privé seul ne peuvent fournir. Et ma conviction, c'est que c'est ce type d'hybridation institutionnelle qu'il faut qu'on invente. Par exemple, bon, je reprends l'exemple des océans et de la haute mer, dont on débat beaucoup en ce moment. Donc, on a des ambassadeurs des océans français est plongé dans la négociation en ce moment même. À mon avis, la grande difficulté, c'est que pour l'instant, autour de la table de négociation, il n'y a que les États souverains. Donc on reste dans un cadre très westphalien, si vous voulez, ou très Nations Unies 1945, Bretton Woods, alors qu'il faudrait inviter autour de la table de négociation le secteur privé, en particulier les industries de pêche en eau profonde, et puis évidemment la société civile. Voilà. Et je crois que c'est à cette condition-là qu'on peut apporter des réponses institutionnelles pertinentes aux énormes défis causés par le dérèglement écologique. Or, pour que ce type de délibération collective, avec des parties prenantes qui ne sont pas forcément toujours très habituées à discuter entre elles, en tout cas pas d'égal à égal, pour que ce type de délibération collective puisse avoir lieu, il faut de nouveau, à mon avis, faire l'expérience de la règle d'or. Pourquoi? Parce que dans un débat, dans une vraie délibération, où j'accepte au moins quelques instants de sortir de la stratégie, donc d'une rationalité stratégique qui consiste à essayer de manipuler mes interlocuteurs pour les faire venir là où je veux qu'ils arrivent, donc pour défendre mes propres intérêts, il faut bien qu'à un moment ou à un autre, je consente à faire l'expérience de me mettre à la place de l'autre, sans quitter la mienne. Il ne s'agit pas de devenir fou, mais d'essayer de comprendre la position de l'autre et la raison pour laquelle il n'est pas d'accord avec moi dans la négociation. Or, faire cette expérience-là, de me mettre sincèrement à la place de l'autre, c'est précisément la règle d'or. Tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux. Voilà. Et là, de nouveau, la vulnérabilité, les expériences de vulnérabilité sont très précieuses parce que je crois que c'est précisément le type d'expérience que font beaucoup de personnes en vulnérabilité. Et que ça, elles ont à l'apprendre à ceux d'entre nous, et moi le premier, hein, qui sont piégés évidemment par le fantasme de la toute-puissance quand ils n'ont pas suffisamment fait l'expérience de leur propre fragilité. Voilà, je vais m'arrêter là pour qu'on puisse discuter entre nous.